je vais démontrer que la lutte antiterroriste du président américain Donald Trump contre Daesh au Nigeria est une arnaque impérialiste de plus contre l'Afrique. J'ai dit, moi j'ai une question. Pourquoi les chefs d'État de l'AES, lorsqu'ils prennent une décision de manière unilatérale, ça fait toujours mal aux gens? La constitution de la République du Nigeria n'autorise pas le président Tinubu à demander à une armée étrangère de venir mener la guerre sur le sol nigérien sans que les parlementaires aient été rassemblés et qu'il lui en ait donné le pouvoir. Premier argument, l'ambivalence morale du président Donald Trump envers l'Afrique. Qu'est-ce que j'entends par ambivalence? C'est que Donald Trump a envers l'Afrique une position qui est contradictoire. Lors de son premier mandat à la tête des États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump s'est fait remarquer par le fait qu'il a considéré que la plupart des pays africains sont des shithole countries, des pays de merde. Donald Trump, comme président des États-Unis, au premier et au second mandat, mène une politique anti-immigrationniste, une politique protectionniste, une politique hostile à l'entrée des populations africaines aux États-Unis. Non seulement pour lui, les pays africains sont des pays de merde, mais il ne veut pas que les Africains mettent leurs pieds aux États-Unis. Voilà pourquoi il a décrété des tas d'interdictions de visa pour pratiquement une trentaine de pays africains. Donc, il rejette l'Afrique. Alors, comment peut-on, d'un côté, dire que les pays africains sont des shithole countries, que les Africains doivent rentrer en Afrique, que les Africains qui sont aux États-Unis doivent partir, et de l'autre côté, venir intervenir et vouloir intervenir dans les affaires africaines? Voilà ce que j'appelle la contradiction morale, la contradiction idéologique de Donald Trump. Lui, il veut que l'Amérique soit un sanctuaire dans lequel la plupart des Africains sont tout naturellement exclus, mais il veut que l'Afrique soit le marchepied de l'interventionnisme américain. Il ressent, Donald Trump, comme Foster, le besoin de se débarrasser des Africains. C'est donc la continuité du projet d'une Afrique sans les Africains qui est le fondement de l'interventionnisme de Donald Trump en Afrique. Argument numéro 2. Le prétexte trumpien de la protection des chrétiens est un voile comparable à tous les autres prétextes des guerres américaines dans le monde. Mentir pour agresser, agresser pour piller. Ce sont les trois étapes de la ruse de l'impérialisme américain. Donc, quand Donald Trump bombarde le Nigeria au prétexte qu'il veut protéger les chrétiens, vous avez compris quoi? Il ment. D'abord, pourquoi est-ce qu'il ment? Il ment parce que, en fait, tous les prétextes que les Américains ont utilisés avant lui pour bombarder des tas de pays dans le monde étaient des mensonges. Donc, il appartient à la tradition mensongère qui dirige les États-Unis. Mais, il ment parce que Donald Trump lui-même n'est pas un chrétien. Il est connu comme un homme à frasques, dont la vie quotidienne, dont la vie personnelle est aux antipodes des valeurs du christianisme. Tout son itinéraire est marqué par des scandales de mœurs liés à son rapport instrumental et mercantiliste au monde féminin. Il traîne dessus ce terrain des casseroles terribles. Et actuellement même, lui-même est cité dans l'affaire Epstein. Donc, Donald Trump là, ne peut pas défendre les chrétiens car lui-même n'en est pas un. De deux, Donald Trump ne peut pas aimer les noirs chrétiens du Nigeria, alors qu'il déteste déjà les noirs chrétiens des États-Unis. Et qu'il est l'un des dirigeants les plus ouvertement racistes et méprisants envers les noirs aux États-Unis. C'est un dirigeant anti-noir. Donc quelqu'un ne peut pas détester les noirs américains et être amoureux des noirs nigérians. Il y a un problème là, les gars. Donc on ne peut pas croire que Donald Trump soit en train de bombarder le Nigeria par amour pour les Africains. Parce qu'il n'aime pas déjà les Africains américains. Troisième argument. Donald Trump ne peut pas nous dire qu'il est venu combattre Daesh et Al-Qaïda au Nigeria et en Afrique. Pourquoi? Parce que ce sont les services américains qui ont créé Daesh, qui ont créé Al-Qaïda. Comment Donald Trump, qui sait que c'est l'administration américaine qui a créé l'État islamique, vient bombarder le Nigeria? Alors que ceux qui ont créé l'État islamique, ceux qui arment l'État islamique, ceux qui financent l'État islamique, ceux qui renseignent les groupes terroristes, ces gens-là se promènent librement à Washington. Pour combattre les terroristes qui ensanglantent l'Afrique, il faut commencer par combattre ceux qui les ont créés, ceux qui les arment, ceux qui les financent, ceux qui les renseignent, ceux qui les médiatisent.
Et qui sont ceux-là? Essentiellement les pays de l'OTAN et leurs alliés au Moyen-Orient. Là, on comprend très bien qu'en réalité, Donald Trump fait partie du plan consistant à utiliser la lutte contre le terrorisme comme un alibi notoire de l'impérialisme occidental à travers le monde. Le quatrième argument, c'est le double jeu de Donald Trump lui-même avec les chefs terroristes. Mais Ahmed al-Shara, qui est-il? Un haut dirigeant de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Un des plus grands descendants de la horde criminelle créée par les impérialistes occidentaux. Ce type-là, Donald Trump, le roi d'Arabie Saoudite, les dirigeants d'Israël, les dirigeants du Qatar, tout le Moyen-Orient a caressé le terroriste Ahmed Shara dans le sens du poil. Donald Trump y compris. Comment Donald Trump peut-il prétendre combattre les camarades d'Ahmed al-Shara au Nigeria alors qu'il caresse le patron des terroristes, eh bien, de Daesh au Nigeria, il caresse les patrons au Moyen-Orient. Donc, le double jeu de Trump lui-même avec les chefs terroristes du Moyen-Orient disqualifie Donald Trump dans la lutte antiterroriste. Il est disqualifié. Franchement, au moins si tu viens de l'AES et que les décisions qu'ils prennent, ça te dérange, là, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas de l'AES. Mais ils prennent leurs décisions. Et toi, ça te dérange. Franchement, je n'arrive plus à comprendre. Même si ça te dérange, et puis tu réussis à réagir comme un être humain. Parce qu'un être humain, il y a cerveau là-bas. Il y a cerveau dans ta tête. C'est ça un être humain. Un être humain, c'est savoir raisonner. C'est ça qui fait la différence entre toi avec un animal. Mais si tu ne sais pas raisonner, il n'y a pas de différence entre toi et un animal. Je m'explique. Alors, il y a un chef d'État au bout du monde là-bas, à quelque part sur la planète. Lui dit, il a pris des décisions pour interdire son territoire aux ressortissants des pays africains. Et il y en a beaucoup. Et ton pays même en fait partie. Et parmi les ressortissants africains qu'il a interdit là, il y a 3 chefs d'État. Les chefs d'État de l'AES. Eux ils disent non. Eux ils ne vont pas s'asseoir pour regarder ça comme ça. La manière dont toi tu as interdit les ressortissants des pays africains de rentrer dans ton territoire, ce qui nous concerne. Nous aussi, tes ressortissants là, on va aussi les interdire de rentrer sur nos territoires. Et toi, en tant qu'Africain, tu devrais applaudir ça. Toi, en tant qu'Africain, tu devrais être fier. Au lieu d'allumer ta caméra sur les réseaux sociaux, racontez, on ne sait pas ce que vous racontez en fait. Vous voulez que ça se passe comment? Ah oui, les chefs d'État de l'AES, ou bien tous les chefs d'État qui sont concernés, ils n'ont qu'à Donald Trump, pardon, pardon. Pourquoi vous êtes maudits comme ça même? C'est avec ça là où vous voulez qu'on respecte les Africains quoi? C'est avec ce genre de comportement là que vous voulez que vous soyez respectés? Non franchement, souvent je me pose la question hein. C'est dans la bacode. La malédiction est trop si vous, Nénia là. Voilà. Ça dit même si on est contre l'AES, quand tu es contre, tu peux être contre quelqu'un. Mais souvent il prend les décisions. Tu le regardes comme il dit, ah, champion, chapeau. Je suis contre toi, hein, mais chapeau. Saluez vous avez vu, il y a beaucoup. Vous pensez que c'est que les chefs d'État de l'AES qui sont concernés? Vous pensez ça? Ou bien vous ne suivez pas l'actualité? Vous ne suivez pas l'actualité. 80% des pays africains sont concernés par la décision de Donald Trump. Mais il n'y a que les chefs d'État et l'AES qui ont appliqué la réciprocité. Toi, en tant qu'Africain, salue ça. Lâche-la. Élection présidentielle en Guinée-Conakry. J'avoue que c'est un sujet sur lequel j'ai été beaucoup interpellé ces derniers jours-là. Et j'avoue aussi que j'avais pas envie trop de faire une vidéo sur ça. Parce que j'avais déjà alerté. J'avais déjà alerté que ce qui se passe en Guinée, ce sera une continuité d'une personne qui va régner jusqu'à ce que sa santé ne lui permette plus de régner, d'être à la tête de la magistrature, ou bien jusqu'à ce qu'une personne vienne faire comme ce qu'il a fait. J'avais alerté depuis le référendum sur la nouvelle constitution. J'avais dit que c'est juste un boulevard pour lui permettre de se présenter. Parce qu'on avait dit qu'il avait dit que il va faire une transition et rendre le pouvoir aux civils. Dès qu'on a parlé de nouvelle constitution, j'ai dit non. Ça sent pas bon.
Et le temps m'a donné raison. Là, il y avait les élections, mais en réalité, ce n'était pas des élections. Le taux d'abstention est historiquement bas. Parce que M. Doumbouya s'était présenté au début comme le candidat de la stabilité. De la stabilité, est-ce qu'il l'a eu par la cohésion, par la liberté d'expression, la liberté de manifester? Je ne pense pas. Je pense qu'il a eu la stabilité par l'intimidation des autres. Les imposer la peur, les imposer sa volonté. Le droit de manifester, la liberté d'expression, j'en parle pas. Donc, j'étais pas trop chaud à faire cette vidéo-là parce que, voilà, c'était déjà connu de tous. C'est pas une élection, vous le savez. Allez prendre les Guinéens en âge d'aller se présenter sur un bureau de vote et voter. Le taux d'abstention même dépasse les 80%. Les gens n'ont pas voté. Et comment dans cette condition, vous pouvez être un président légitime? Et moi, je vais vous dire, M. Doumbouya, son Excellence, lui qui est président de la République, je respecte toutes les nations, restera à la tête de la Guinée tant que sa santé le lui permet. Tant que sa santé le lui permet. Ou bien lui-même, il démissionne. Ou bien quelqu'un d'autre vient faire ce qu'il a fait. Il lui fera un coup d'État. Parce que aujourd'hui, il a tout simplement placé, il a miné le système. Il n'est pas possible en Guinée aujourd'hui d'être opposant ou de développer une activité politique dans le cadre d'une opposition à Mamadou Doumbouya, le président de la République. C'est pas possible. Et j'espère que aussi les militants de celui de l'Andialo ne vont pas venir ici me dire oui, tu as raison. Non. Ne venez pas me dire j'ai raison ou j'ai pas raison. Parce que là, je fais une vidéo, peut-être ça va vous plaire, parce que je parle de l'autre. Mais le jour où je dirai la vérité sur votre candidat qui a fui, qui a laissé des Guinéens mourir pour lui, vous allez aussi venir m'insulter. Quand ça vous arrache, c'est bon. Quand ça vous arrache pas, c'est pas bon. C'est de tous les côtés. Là, j'aurai en PV tous les militants de Doumbouya qui vont venir. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc, sachez que ce qui s'était passé là-bas, c'est tout sauf des élections. Et je parle pas même parce que le gars, au début, il nous avait vendu un discours panafricain. Moi, j'ai travaillé avec des anciens légionnaires. Même quand on se désengage, on reste légionnaire. Oui. Je vous avais dit que vous ne verrez jamais cet homme poser les actes réels d'une décolonisation de la Guinée. Le discours peut être là, mais les actes ne seront jamais là. Et celui qui veut me démentir n'a qu'à aller voir ou faire un comparatif entre ce qui se fait dans l'AIS et ce qui se fait en Guinée. En termes d'actes pour la souveraineté. Et même en termes de discours. Même en termes de discours, on ne peut pas comparer aujourd'hui le discours du président de la Guinée, Mamadou Doumbouya, et le discours des 3 présidents de l'AIS. En termes d'actes aussi. Et allez voir certains journalistes français d'investigation, vous allez voir leur page. Tous les contrats, tout ce qui a été dénoncé, ce qui se passe en Guinée, la formation des forces spéciales de la Guinée, des agents français qui viennent les former discrètement. Certainement vont jusqu'à vous dire qu'il y aurait même des ventes d'armes. Donc, moi, je ne suis pas surpris. C'est le président de la République. Il va le rester. Et parce qu'en face, il n'y a pas une vraie opposition. Tous ceux qui devaient s'opposer, surtout les leaders, ont préféré fuir. Malheureusement, certains militants ont eu la malchance d'être capturés, d'être envoyés en prison. D'autres sont morts. C'est le Dalan Diallo, et je pense qu'il est à Dakar. Lui, au lieu d'aller se battre campagne là-bas, accepter
de faire face, avoir le courage de faire face, il est là-bas à parler de nationalité guinéenne, de nationalité sénégalaise. Et c'est ça qui est dommage. Vous ne pouvez pas, en tant qu'un leader d'opposition historique d'un pays, avoir peur de la prison. Et avoir un discours qui vise même, je dirais, à décourager vos propres militants à être de vrais patriotes. Parce qu'un discours d'un chef de parti politique qui essaie de faire croire à ses militants que même si vous n'êtes pas en Guinée, sachez que le Sénégal est un pays où vous pouvez ceci et cela. Non, le Sénégal est un pays pour les Sénégalais. Pour tout dirigeant qui aspire diriger un pays, son premier discours doit être comment vous allez faire pour revenir au pays, construire le pays, participer au combat pour la liberté, la démocratie et la restauration de la dignité. Mais c'est le Delan Diallo n'a pas ce discours. Donc, est-ce qu'en réalité même, on ne peut pas dire que Mamadou Doumbouya a vu un couloir vide, alors que étant donné que la nature a horreur du vide, il dit qu'il n'y a aucun opposant sérieux dans ce pays-là. Je vais tout simplement emprunter ce boulevard. Comme ils ont fui, moi je reste. Oui, peut-être c'est ça. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Il n'y avait pas d'élection. Le tour, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une organisation d'élection. Mais c'est juste pour vous dire que la carte est déjà jouée depuis longtemps. Ce qui s'est passé dimanche n'a rien de grave. Ce n'est pas grave. On savait le résultat. Mais s'il y a un combat à faire ou une dénonciation à faire, il fallait le faire bien avant. Et moi, je vous avais alerté. Je vous avais alerté. Et quand je me suis attaqué à l'attitude de certains militants, d'un certain parti politique, les militants sont venus me dire « Ouais, tu nous détestes. » Je ne déteste personne. Je voulais juste vous éviter ça. Aujourd'hui, vous allez devoir vivre ça et que personne ne vienne me remercier. Je n'ai rien à faire dans ça. J'avais juste envie de vous alerter. Je vous avais alerté. Je vous avais exhorté à changer de stratégie de combat. Vous avez pensé que j'étais contre vous. Maintenant, vous allez devoir souffrir. Vous allez devoir assumer. Et vous allez devoir rester dans votre coin, dans un pays, tel ou tel pays, à jeter des prières sur votre propre jardin qui est la Guinée. Ah oui. Regardez les pays de l'AES. Hey, ils savent qu'ils ont les ressources chez eux. Si vous dites que vous êtes un État indépendant, le président américain a pris une décision en refusant de donner des visas à les pays de l'AES. Au retour, il faut voir le président Tchani, le président Assimi Goïta et le président Ibrahim Traoré. Ils ont pris unanimement une décision. Eux aussi. Voilà, tout Américain qui veut aller là-bas aussi, ils ne vont pas livrer de visa. Et vous savez que c'est des multinationales qui vont là-bas. C'est des, voilà, les hommes d'affaires, ceux qui ont des milliards ici, qui ont des entreprises là-bas. Eux aussi, ils disent qu'ils ne donnent pas. Ceux-là, ils vont taper, ils vont dire, ah, l'affaire là, ça nous touche. Mais avant, montrez-nous des chefs d'État qui osaient prendre des décisions pareilles contre les États-Unis. Hey, s'ils doivent mourir, ils vont mourir. Mais le respect, ils vont l'imposer. Les trois pays, ils ont décidé ensemble. Si les États-Unis ont pris un arrêté pour ça, eux aussi, ils ont pris pour eux. Ils ne vont pas livrer de visa. Leur ambassade, soit on les rappelle, ils vont rappeler pour eux aussi. Aussi simple que ça. Mais je vous ai dit, Mamadi ne peut pas être dans l'esprit de ces gens-là. Lui, tout ce qui est important pour lui, c'est la France. Lorsque commence la visite de Tombouctou, nous n'avons pas parcouru la ville de Tombouctou au-delà de 5 minutes quand rentre soudain par la vitre, par la vitre du chauffeur, un aiglot. Certains pensent que c'est un faucon, en tout cas, un oiseau de proie au bec recourbé comme cela. Il rentre et se pose directement sur nous. Nous nous emparons de l'oiseau
aidé en cela d'ailleurs par M. Bamba, l'adjudant-chef Bamba de la police de Tombouctou que je salue. Nous tenons l'oiseau. Et à ce moment-là, nous voyons exactement sur le siège, sur le dossier de tête du siège avant du chauffeur, un lézard qui est posé et qui nous regarde en face. Donc l'oiseau que nous tenions en main et qui était plutôt un oiseau assez épais et fort, est entré dans le véhicule en compagnie d'un lézard. Tout naturellement, on peut donner une interprétation purement naturelle, biologique et physique à cet événement. On peut dire que l'oiseau de proie, on le sait, se nourrit de viande, il se nourrit de bêtes qu'il attrape sur la terre. Parmi les bêtes que les oiseaux de proie aiment prendre pour se nourrir, tout naturellement, il y a les reptiles, et en particulier le lézard. Donc, que cet aiglon ou ce faucon se soit jeté sur un lézard pour le manger et qu'il se soit retrouvé dans notre voiture, c'est une simple coïncidence géométrique et même physique entre son mouvement pour attraper et partir avec le lézard qu'il devait déguster et le passage de notre voiture dans sa zone de fuite, d'où il s'est engouffré dans la portière avant. Voilà. Ça, c'est l'explication, on va dire, physique. On va dire c'est une coïncidence. Votre voiture passait par là, lui il fuyait par là, et il s'est retrouvé dans votre voiture. Très bien. Sauf que, nous avons consulté les sages de la ville, qui nous ont expliqué que ce n'est pas un phénomène ordinaire. Que beaucoup peuvent vivre à Tombouctou, même 20 ans, même 30, même 40, même 100, ça ne leur arrivera pas. Nous avons consulté quelques-uns des sages, des théologiens, des imams, de Sankoré et de Djingarébert, qui nous ont confirmé qu'il s'agit très clairement de signes symboliques d'un bon accueil. À la mosquée de Sankoré, l'imam nous a amené à comprendre, du haut de ses 96 ans, que l'aigle est un symbole du ciel, alors que le reptile dont se nourrit tout naturellement l'aigle, le lézard, est un symbole de la terre. Et que se retrouver visité simultanément par l'aigle et le lézard, c'est recevoir le message de l'harmonie entre le ciel et la terre. À la mosquée de Djingarébert, que nous avons également visité, le verdict de l'imam est tout aussi cohérent. Il dit, certes, c'est un événement physique, mais cet événement physique, ici à Tombouctou, c'est une tradition, a une signification métaphysique. Vous savez, Donald Trump a commencé par menacer de bombarder le Nigeria, sans même en avoir discuté avec les dirigeants nigériens. Ceux-ci sont sortis pour s'expliquer. Maintenant, il bombarde le Nigeria et il donne l'impression que les dirigeants nigériens lui ont donné leur accord. Or, en fait, Donald Trump bombarde le Nigeria après avoir forcé la main à Tinubu, forcé la main au gouvernement nigérien, en menaçant Tinubu, puisqu'ils tiennent Tinubu par des scandales, fraude au diplôme, des scandales de narcotrafic. Ils ont utilisé ces moyens-là pour forcer Tinubu à donner l'impression que le bombardement américain du Nigeria est en réalité quelque chose qui a été fait avec le consentement du gouvernement du Nigeria. L'agression militaire de l'armée américaine au Nigeria est en réalité une atteinte à la souveraineté de la République fédérale du Nigeria. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Or, vous voyez très bien que Tinubu, le poltron, le lâche, le vilain serviteur du néocolonialisme et de l'impérialisme, Tinubu est couché. Trump vient bombarder son pays. Lui, Tinubu, qui prétend être à la tête du Nigeria, la première soi-disant puissance militaire de la CEDEAO, ou même de l'Afrique de l'Ouest. N'est-ce pas une humiliation suprême pour le Nigeria? Si c'est l'armée américaine qui doit venir faire la guerre pour l'armée nigériane, en quoi l'armée nigériane prétendrait-elle être la plus grande armée d'Afrique de l'Ouest? Le Nigeria qui, ces dernières années, s'est empressé d'envoyer des troupes au Libéria, envoyer des troupes en Sierra Leone, envoyer des troupes en Côte d'Ivoire. Le Nigeria qui se préparait à envoyer des troupes au Niger. Le Nigeria qui est pressé d'envoyer des troupes au Bénin. Ce Nigeria est incapable de se défendre lui-même, au point que ce soit les États-Unis qui doivent venir bombarder Daesh. N'y a-t-il plus d'aviation nigérienne? N'est-ce pas un avion militaire nigérien qui a été arrêté au Burkina Faso, où il allait faire de la reconnaissance aérienne pour préparer des bombardements? Est-ce que vous vous rendez compte de l'incongruité de la situation? Donc, la première chose qui s'impose à nous, c'est de conscientiser et de nous débarrasser des valets de l'impérialisme occidental. Si nous ne nous en débarrassons pas, tous les pays qui sont dirigés par des valets vont continuer à être détruits.
et l'Afrique va être détruite partout où des valets sont au pouvoir. Deuxième élément important. L'Afrique doit continuer à construire des alliances géostratégiques africaines et mondiales dans le cadre du monde multipolaire et avec pour ligne l'anti-impérialisme. Toutes les puissances anti-impérialistes doivent devenir nos alliés. Et toutes les puissances africaines, panafricanistes, révolutionnaires, anti-impérialistes doivent s'unir. Tout le monde a bien compris qu'en bombardant le Nigeria, Donald Trump donne une information à tous les Africains. C'est que sous le prétexte de combattre le terrorisme, l'armée américaine se réserve le droit de bombarder dans n'importe quel pays africain. En bombardant le Nigeria comme il le fait. Donald Trump dit qu'il peut bombarder quand il le voudra le Cameroun. Bombarder quand il le voudra le Tchad. Donald Trump dit qu'il peut bombarder quand il le voudra le Niger, le Burkina Faso, le Mali, qui sont ses véritables cibles. Car il ne faut pas oublier que c'est parce que l'armée américaine a été chassée du Sahel que Donald Trump vient maintenant bombarder à la frontière sud du Sahel et veut utiliser le motif antiterroriste pour se donner un droit de bombardement absolu sur tout le territoire africain. Un droit de bombardement qui deviendra en réalité un moyen de mettre en œuvre les plans qui ont été interrompus avec la création de l'AES, les plans hégémoniques américains. L'OTAN, à sa tête les États-Unis, ont prévu de recoloniser militairement, économiquement, stratégiquement l'Afrique. Donc il faut que vous compreniez par conséquent que il faut renforcer les alliances géostratégiques africaines et multipolaires de lutte anti-impérialiste. L'anti-impérialisme doit être le fondement de la résistance contre les États-Unis. Il faut pour l'impérialisme occidental une défaite comparable à la défaite de l'armée coloniale française à Bien Phu. L'Afrique doit s'organiser pour se défendre avec ses alliés du monde multipolaire. La Fédération de Russie, la République populaire de Chine, la République islamique d'Iran, la République bolivarienne du Venezuela, Cuba, la Bolivie, la Colombie. Le monde multipolaire doit s'unir pour faire reculer Trump. Et Trump ne recule que face au rapport de force. Trump et tous ses alliés occidentaux ne reculent que face au rapport de force. Ils ne reculent pas face aux imprécations morales. Ce sont des bêtes cupides, avides, assoiffés de richesses d'autrui. Ce sont des pilleurs ontologiques. Contrairement aux apparences, c'est important de stopper les États-Unis au Venezuela si on veut les stopper en Afrique. Il faut les stopper en Ukraine, comme le fait la Fédération de Russie. Il faut les stopper en Corée. Il faut les stopper à Taïwan, comme le fait la République populaire de Chine. Il faut les stopper au Sahel. Il faut les stopper en République démocratique du Congo. Ils doivent être stoppés partout et contraints à plier bagages et à accepter de participer à la naissance du monde multipolaire. Nous entrons en réalité dans une nouvelle guerre hybride froide. On peut même l'appeler cette fois-ci une guerre chaude. Et c'est de cela que parlait, par métaphore, le président Ibrahim Traoré quand il a parlé de l'hiver noir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines publications. Laissez aussi vos avis dans les commentaires. Vos retours comptent énormément et nous aident à améliorer chaque nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt.